l'analyse du travail. Et nous, ici, c'est dans la perspective de comprendre un référentiel. Donc, une petite introduction. Je vais ensuite vous parler de comment on peut initier l'analyse de situations de travail avec un professionnel, comment on va repérer des situations de travail significatives de la compétence, comment on va les analyser. Je vais vous parler aussi d'observer une situation de travail. En introduction, donc la démarche qu'on vous propose, à vous équipe, à vous formateurs, c'est une analyse du travail pour que les équipes, fortes de leur découverte du référentiel, soient à nouveau prêtes à échanger sur le plan d'évaluation et la formation afin de construire collectivement des situations d'évaluation et de formation. Et c'est une démarche qui est très simple, mais qui n'a rien d'évident pour différentes raisons. D'abord parce que peu de personnes sont familiarisées avec l'analyse du travail. L'analyse du travail, ça a l'air très simple, et pourtant ça ne l'est pas. On met du temps à savoir quoi observer, quoi demander. On ne voit pas au départ en quoi ça va aider à faire les épreuves. Nous, on a envie de faire nos épreuves. Et du coup, on a du mal à aller écouter des gens sans se dire « oui, mais qu'est-ce que je vais en faire de ça ?» Et il faut se défaire de la culture des cours, c'est-à-dire il ne faut pas aller les voir pour savoir si on a de bonnes raisons de faire nos cours. Parce que bien sûr qu'on a de bonnes raisons de faire nos cours, ce n'est pas pour ça qu'on va voir les professionnels. C'est pour savoir c'est quoi leur travail à eux. Dans mon exposé, je vais vous citez très peu de chercheurs, mais quand même, je vais vous dire sur quel cadre théorique s'appuie ce que je vous raconte. Si ça vous intéresse, je pourrais partager des références. Il y a quelques références dans la bibliographie sur Moodle, mais je pourrais partager plus de choses pour ceux parmi vous qui ont de l'appétit. Sur l'analyse du travail, le cadre théorique que j'utilise est celui de la didactique professionnelle avec Patrick Maillat et avec le chercheur aujourd'hui décédé qui est Alain Savoyant qui était au CEREC. Sur la conduite des entretiens, j'utilise une référence très ancienne sur l'entretien semi-directif qui est Carl Rogers, chercheur américain, et sur l'entretien d'explicitation, Pierre Vermersch, qui est un ancien chercheur du CNRS qui est décédé cet été. Alors, comment on va initier l'analyse de situation de travail avec un professionnel? Alors, en amont et au démarrage, toujours, moi j'ai besoin de clarifier mes buts. Au fait, je vais voir ce professionnel pourquoi, je vais lui dire quoi. Et comme au début, c'est compliqué, on ne sait pas trop ce qu'on va dire, et bien, du coup, je l'écris. Et comme ça, au téléphone, la première fois, je lui lis ce que j'ai écrit. C'est un exercice que je vous recommande. Ensuite, je vais poser un contrat de communication, c'est-à-dire, c'est assez classique, le contrat de communication, c'est si vous voulez bien, on va faire comme ci et comme ça. Le si vous voulez bien lui permet de dire qu'il ne veut pas ou qu'il ne veut pas parler de ça. Et ça permet de s'assurer de sa coopération. Et ensuite, comme je vais lui poser des questions sur ses raisonnements, il y a des raisonnements dont il a conscience et puis il y a des raisonnements dont il n'a pas conscience que je vais faire expliciter et il va trouver que c'est bizarre, voire ça peut donner l'impression que c'est douloureux. Donc, je vais le prévenir que je vais lui poser de drôles de questions et que s'il en a marre, il faudra qu'il le dise. Et bien sûr, au début de l'entretien, je propose un déroulement, c'est-à-dire si vous êtes d'accord, on discute pendant à peu près 1 heure. Je vais d'abord vous demander ça, ensuite je vais vous demander ça, etc. Malgré tout ça, c'est-à-dire j'ai écrit, je suis au clair sur mes buts et tout ça, des fois il y a des interprétations, c'est-à-dire il y a des gens, parce que je viens du monde de la formation, qui vont me dire, je les questionne sur leur travail, ils vont me dire, alors vous savez, en formation, vous devriez leur parler de ça. Ou ils me parlent de trucs, puis des fois je leur dis, mais vous le faites ça? Ah non, non, moi je ne le fais pas. Mais alors si tu ne le fais pas, tu m'en parles pas. Voilà. Donc il y a forcément des interprétations, mais en tout cas, on essaie d'être clair au démarrage. Ensuite, on va repérer parmi toutes leurs situations de travail, des situations de travail significatives de la compétence. Alors, significatives de la compétence, on pourrait dire aussi révélatrices de la compétence, on pourrait dire aussi des situations de travail où la compétence s'exprime. Tout ça, c'est une même façon de tourner autour de la compétence. Gilles vous l'a dit hier, avec des questions du type « Dans quelle situation mettriez-vous une personne appelée à vous remplacer pour voir si elle est compétente ?» Ça, c'est une question qui marche très bien avec les salariés.
Avec les chefs d'entreprise, pas du tout. Ils vous disent « je suis irremplaçable ». Ils ont raison. Quelle situation de travail vous demande d'être particulièrement compétent? Quelles sont les situations de travail que vous maîtrisez mieux qu'au début ou celles que vous ne confieriez pas à un débutant? Voilà, avec ces questions-là, on commence à aborder des situations qui tournent autour de la compétence. Je vous donne un exemple. Vous avez écouté hier 2 entretiens avec Guy. Eh bien, Guy, au démarrage, je lui avais dit « Guy, j'aimerais faire 2 choses. Te faire parler des situations dans ton travail autour du maraîchage qui te demandent d'être particulièrement compétent. D'abord qu'on les identifie et puis après qu'on entre dans le détail de tes raisonnements à ce moment-là. » Réponse de Guy, tout de suite. Anticiper. Il faut avoir un coup d'avance. C'est ça qui me semble le plus important. Et aussi faire les choses dans les temps et pas avoir peur de laisser tomber si on n'a pas fait quelque chose dans les temps pour passer à autre chose, hein. En bio surtout. Et un truc qu'il faut, c'est faire la chasse aux gestes inutiles. Il m'a dit tout ça. Ouf. Tout ce autour de quoi la compétence tourne, il m'a tout dit dans la première minute. C'est extrêmement fréquent. Les psychanalystes et les psychologues savent bien qu'en général, au premier rendez-vous, les gens ils disent tout ce qui est important. Et puis après, évidemment, il faut des séances et des séances pour revenir dessus. C'est pareil avec la compétence. Souvent, ce que dit le professionnel, il crache tout d'entrée. Des fois, moi, je n'ai pas la capacité de le capter. Et donc là, vous voyez, Guy, il vient de me citer tous les grands concepts organisateurs de son action dès le début. Et on va les reprendre chacun, point par point, si on peut. Donc là, moi, je fais mon petit tas de cailloux. Et puis après, tout au long de l'entretien, je vais revenir dessus. Le coup d'avance, je vais lui demander ce que c'est. Faire les choses dans les temps, je vais lui demander ce que c'est. On est d'accord? Donc, une fois qu'on a repéré les situations, oui, je vous donne peut-être d'autres exemples. C'est difficile de repérer. Le professionnel, vous lui demandez les situations qui lui demandent d'être compétent. Des fois, ce n'est pas ce qu'on croit. Je vous donne des exemples. Si je vous dis le semis du maïs, vous êtes plusieurs à vous représenter ce que c'est le semis du maïs. Ça va? Ouais. Un producteur de maïs semence à côté de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Maïs semence et bovin. Les situations qui vous demandent d'être compétent, monsieur. Le semis du maïs. Un silence et il me dit, il faut être prêt. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Mais ce n'est pas grave. Donc, je lui dis le semis du maïs, racontez-moi. Cette année, racontez-moi le semis du maïs. Ou cette année, il me dit, cette année, ce n'est pas un bon truc. Cette année, c'était merdique, il a plu tout le temps. On a semé tard, j'ai dû changer les doses, etc. Racontez-moi le semis du maïs l'an dernier. Mais l'an dernier, on a pu semer tôt, il se met à m'expliquer qu'il a organisé son système de production pour que, à partir de début avril jusqu'à mi-mai, dès qu'il fait beau, il faut qu'il puisse semer le maïs. Donc, il n'a pas de vélage à cette période-là. Il faut qu'il soit libre. Et donc, c'est ça, il faut être prêt. C'est pendant une période d'1 mois et demi, il faut être prêt à semer jour et nuit. Et donc, il me raconte qu'il faut que le semoir soit prêt. Ça veut dire qu'au mois de février, son semoir qui est remisé, il le règle, il le remet en état, etc. Et après, il a organisé le travail pour être prêt quand c'est bon pour semer. Et donc, ce que je cherche à vous dire, c'est que cette situation de semis du maïs, moi, quand il m'a dit semer le maïs, je me suis dit, tiens, voilà une situation où il va me parler de quand il conduit le tracteur et tout ça. C'était une situation d'organisation du travail. Donc, voilà, souvent, les gens, ils vous disent la situation, puis ils vous disent en quoi ils demandent d'être compétents. Et moi, ma difficulté, c'est d'arriver à entendre ce qu'ils me disent, parce que moi, quand on me dit semer du maïs, je m'imagine le monsieur, le tracteur et le semoir. Je ne m'imagine pas que c'est une affaire d'organisation du travail. Voilà, mais donc, recueillir les situations, généralement, ça vient
assez facilement. Ensuite, on va analyser, ça ne marche pas, excusez-moi. Une fois qu'on a repéré les situations qui demandent d'être compétents, on va les analyser. Donc, généralement, les gens, ils vous disent 1, 2, 3, 4 situations. Et puis après, une par une, on va les éplucher. On va donc analyser les situations repérées. Alors d'abord, je vais vous expliquer avec la technique de l'explicitation. Moi, je vais surtout vous former sur l'explicitation parce que la note de service, elle dit que c'est avec ça que derrière, vous allez évaluer les candidats. Donc, je vais surtout vous expliquer ça. Mais vous vous rappelez que dans les vidéos, il y avait une autre technique dans les vidéos que vous avez vues hier, c'était l'autoconfrontation, c'est-à-dire les gens, on les filmait au travail et puis après, ils discutaient sur les traces de leur activité. Ça marche bien, ça aussi, pour analyser des situations de travail. C'est plus facile que l'explicitation, mais vous avez besoin de maîtriser l'explicitation. Alors, analyser une situation de travail grâce à l'explicitation, je vais revenir un peu sur l'explicitation. Là, on est à la recherche de ce que Pierre Vermersch appelle les savoirs en acte. Pierre Vermersch, il a utilisé l'image de l'iceberg, c'est-à-dire que, vous vous rappelez, la réalisation et puis les raisonnements, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que dans l'action, les savoirs qu'on mobilise, il y a ceux dont on a conscience, mais il y a surtout toute la partie, le dessous de l'iceberg, qui est bien plus gros que le dessus. Et donc, Pierre Vermersch, il nous dit que dans toute action, des savoirs conscients et inconscients sont à l'œuvre et que la verbalisation d'une action vécue, elle peut permettre de mettre en évidence ces savoirs pour les identifier, les valoriser. Ça, c'est ce qu'on fait avec les professionnels. En formation, c'est aussi pour les amplifier et puis quelquefois aussi pour les remettre en cause en formation. Nous, qu'est-ce qu'on cherche à analyser dans une situation de travail? À la fois ce qu'on peut voir du travail, ce que le professionnel fait, les résultats auxquels il parvient, les conditions dans lesquelles il travaille, et puis ses raisonnements, les buts qu'il poursuit, les prises d'informations qu'il fait, les connaissances qu'il mobilise, les règles d'action qu'il se donne. C'est tout ça qu'on cherche à analyser dans une situation de travail. Et puis aussi, il nous dit cette année c'était comme ça, l'année dernière c'était différent, l'année d'avant c'était encore différent. On cherche à voir les variations de cette situation. Donc, on va mobiliser un entretien d'explicitation. On va revenir sur une définition de l'entretien. Vermersch nous dit un entretien, c'est un ensemble de pratiques d'écoute qui sont basées sur des grilles de repérage de ce qui est dit. Donc, on a un guide d'entretien, ce n'est pas un questionnaire, c'est un guide, et des techniques de formulation de relance, donc des questions, des reformulations et des silences qui vise à aider à accompagner la mise en mots de l'expérience en relation avec des buts personnels et institutionnels divers. Ça, c'est la définition de l'entretien selon Pierre Vermersch. Et l'entretien d'explicitation maintenant, l'entretien d'explicitation, ce qu'il vise, c'est la mise en mots descriptive de la manière dont une tâche a été réalisée. Et il vise donc à verbaliser l'action telle qu'elle est effectivement mise en œuvre dans l'exécution d'une tâche précise. Donc les gens y reviennent sur quelque chose qu'ils ont fait. Et bien entendu, le terme d'action, il ne recouvre pas que des actions matérielles, mais il y a aussi des actions mentales. L'explicitation, c'est une technique moi, que j'aime beaucoup, mais elle est difficile. Elle est difficile d'abord parce que c'est une situation inhabituelle. On questionne quelqu'un pour savoir ce qu'il a fait et surtout ce qu'il a réfléchi dans ce qu'il a fait. Donc, on n'a pas l'habitude de faire ça, nous. D'habitude, nous, on interviewe des professionnels dans d'autres buts, par exemple, quand c'est des agriculteurs pour faire de l'approche globale ou pour faire de la découverte technique. Et puis, quand on est formateur technique, le travail, on le connaît en général. Et donc là, on dit, ouais, ça va, la tonte, c'est la tonte. Ben non, la tonte, c'est la tonte. Mais ce qu'a réfléchi dans sa tête le gars qui tondait, ça, vous ne le savez jamais. Et c'est ça qui va vous intéresser. Alors, c'est difficile de se dire, ah ouais, moi, je m'y connais. Et puis, je vais quand même aller poser des questions pour savoir comment il a raisonné son truc, comme si je ne m'y connais pas. Ça nous demande beaucoup d'humilité. Comment on va faire?
Pour mener une explicitation, on mobilise à la fois les techniques habituelles de l'entretien semi-directif et puis des techniques spécifiques de l'explicitation, que sont le fait de faire focaliser et d'élucider des raisonnements. Je vais revenir sur toutes ces choses-là. D'abord, donc, sur les techniques d'entretien semi-directif. Alors là, c'est des choses que pour certains, vous connaissez sûrement très bien parce que c'est connu, ça a au moins 60 ans, ce que je vous raconte. La théorie des écarts, théorie nord-américaine, hein, dit qu'il y a dans toute conversation entre deux personnes, il y a toujours un écart entre ce que je veux dire et ce que je dis, entre ce que je dis et ce que l'autre entend, entre ce que l'autre entend et ce qu'il comprend, et entre ce qu'il comprend et ce qu'il répercute. Au final, dans toute conversation, entre deux personnes, il y a des écarts, et ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est bouché ou parce qu'il y a quelqu'un qui parle mal. Les écarts, c'est une réalité dans la communication. Il faut en tenir compte dans les entretiens. Dans les entretiens, il y a des choses qui sont difficiles en raison de notre attitude. C'est difficile d'être réellement dans une attitude d'écoute, des choses qui ont été étudiées sur différents types d'attitudes qui viennent spontanément et dont on a du mal à se défaire. Vous avez déjà entendu parler de la notion d'empathie qui a été proposée par Carl Rogers dans les années 1950-1960, donc avec l'écoute active qui est une posture, une attitude décidée qui permet de créer une situation de communication basée sur la confiance et l'empathie. L'empathie, selon Rogers, c'est la capacité à s'engager avec quelqu'un dans un processus de communication, faculté de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. L'empathie, je trouve tout à fait juste, c'est quelque chose de décidé. Pour ma part, je n'ai pas une personnalité particulièrement empathique, mais si je le décide, j'y arrive. Je vous dis ça pour vous dire que si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Les techniques qui permettent vraiment d'améliorer l'écoute dans ces entretiens, ce sont les techniques de reformulation. La reformulation simple, je reprends les mots de la personne. La reformulation en écho, je reprends ce qu'il dit avec juste un point d'interrogation, ou la reformulation clarifiante. Bon, donc, si je comprends bien, dans cette situation, vous avez arrêté de désherber les radis et les navets parce qu'il y avait assez de planches pour vous consacrer à la récolte des potirons parce que ça vous a paru plus important. Voilà. Donc, la reformulation, c'est important. La reformulation, tout le monde, c'est vraiment, techniquement, ce n'est pas compliqué à faire et en même temps, on le mobilise peu. Lorsque vous mènerez vos entretiens avec les professionnels, vous compterez, s'il vous plaît, le nombre de fois où vous reformulerez et je vous propose de vous mettre un petit défi pour vous assurer que vous le faites. Parce que sans ça, souvent, vous n'allez pas le faire parce que vous êtes tous des gens intelligents, vous comprenez ce qu'on vous dit et vous ne pensez pas avoir besoin de reformuler. Mais quand vous reformulez, ce n'est pas que pour vous, c'est pour l'autre aussi. Parce que vous l'aidez à se rendre compte de ce qu'il vient de vous dire et vous lui montrez que ce qu'il vous dit, c'est intéressant et que vous l'écoutez. La troisième chose qui va améliorer grandement l'écoute dans les entretiens, ce sont les silences. Et alors ça, c'est un beau progrès que chacun d'entre nous peut faire, c'est de poser une question, une seule, et de se la boucler. Pour ma part, comme beaucoup de formateurs, j'avais beaucoup de mal avec ça, c'est-à-dire que je posais une question et puis si je n'avais pas une réponse dans les 3 secondes, je m'arrêtais et je recommençais à parler et je reposais ma question. Alors, ça, c'est un beau progrès, voilà. On pose une question et on attend parce que quelquefois, l'autre, c'est que juste il a commencé à réfléchir. Et donc, plus j'ai affaire à des personnes en difficulté et plus j'attends et plus l'autre comprend que j'ai posé une question et je ne vais rien dire. Donc, comme il est d'accord de participer à l'entretien avec moi, il va réfléchir à ma question et au pire, il me dira, est-ce que vous pouvez la répéter? Voilà, j'insiste là-dessus parce que ça, c'est vraiment un progrès important que chacun peut faire. C'est une chose qui m'a beaucoup aidée.
dans la conduite des entretiens et qui aide finalement, je crois aussi, celui avec qui je discute. Est-ce que vous me permettez de continuer ou est-ce que, vu l'heure difficile, c'est trop lourd là? Ça va? Je continue? Pour moi, c'est bon. Pardon, moi j'avais juste une petite question pour être certaine d'avoir compris. Et donc je vais utiliser la technique de la reformulation. C'est la différence entre simple et en écho. En écho, on rajoute l'interrogation. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que la reformulation simple, c'est OK, vous avez donc décidé de ramasser les courgettes, de ramasser les potirons à 14 heures, et alors qu'en écho, c'est les potirons à 14 heures. OK. C'est... Voilà, donc rappel des points importants hein, dans cette situation d'entretien, savoir ce que l'on cherche. Donc, tant qu'on ne connaît pas le système technique de la personne, on a tendance à poser des questions sur la marque des tondeuses, sur comment ils gonflent les pneus de la tondeuse, voilà. Et c'est pas sûr que le raisonnement important soit là. Donc, ce qu'on cherche, c'est ses raisonnements à lui. Hein, donc, les raisonnements d'un professionnel dans une situation qui lui demande d'être compétent. Et puis, de temps en temps, ramener le contrat de communication. Si vous êtes toujours d'accord, je continue. Parce que des fois, on s'aperçoit qu'avec nos questions, on commence à barber un peu. L'explicitation. Maintenant, donc, je sors de la conduite de l'entretien en général et j'attaque le dur de l'explicitation. 2 phases. On va d'abord focaliser sur une situation, permettre aux professionnels de revenir sur une situation vécue et ensuite élucider les raisonnements. Alors, 2 phases. Dans la première phase, la deuxième. Dans la première phase, on commence par le contrat de communication. Si vous voulez, je vais vous demander de parler de situations qui vous demandent d'être compétent. Et mon but dans la première phase, c'est de le faire revenir, non pas sur le semis du maïs en général, mais sur le semis du maïs cette année. Donc, à ce stade-là, je n'attends pas des choses précises. Ce que je veux, c'est qu'il focalise sur une situation précise. Et là, mes règles de langage sont strictes, c'est-à-dire que je vais parler à l'imparfait et je ne vais pas lui demander pourquoi. Donc, cette focalisation va durer entre 1 et 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit revenu dans sa situation, jusqu'à ce qu'il soit revenu sur le semis du maïs cette année. Et je ne veux pas qu'il me parle du semis du maïs en général. Et je vais prendre le temps, je vais le laisser revenir dans sa situation et je vais prendre le temps jusqu'à ce que moi, je me le représente dans la situation. Il faut que lui soit revenu dans sa tête, mais moi aussi, il faut que je le voie dedans. Parce que pour lui poser des questions sur ses raisonnements, il faut que je me représente ce qu'il est en train de faire. Et ensuite, je passe à la phase 2. En phase 2, mon but, c'est de repérer ses actions à toutes les étapes, d'identifier les ressources qu'il mobilise en cours d'action et d'identifier les variations. Donc là, j'attends des choses précises. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la marque de la tondeuse, c'est ses raisonnements. Là, ce n'est pas grave si je demande pourquoi, ce n'est pas grave si je ne parle plus à l'imparfait, il est revenu dans sa situation, je peux parler au présent. Et je vais partir de la description détaillée de ses actions. Et au fur et à mesure, en prenant appui sur ces actions, je vais élucider ces raisonnements. Je vais prendre des notes. Quand je prends des notes, ça m'aide à les garder. Ça fait un peu des respirations pour lui aussi. Ça lui montre que je m'intéresse. De temps en temps, il y a des trucs qui ne m'en parlent pas. Je vais tendre des perches. Il ne me parle pas de la sécurité. Eh bien, il y a des choses, c'est tellement intégré dans la pratique des professionnels qui ne pensent pas à le dire. Donc, je tends des perches. Et puis, dans la mesure du possible, je vais rester bienveillante, quand bien même me dit-il des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. C'est sa façon à lui d'appréhender la compétence dans ces situations. Donc, pour lui permettre de focaliser sur une situation, ça c'est vraiment une nécessité pour ne pas parler en général du travail, mais pour parler d'un travail particulier. Donc, je vais demander à la personne de focaliser sur une situation.
vous avez dû l'entendre dans l'entretien avec Guy, je lui dis, je voudrais revenir au moment où tu faisais, voilà. On peut demander, peut-on revenir sur une situation qui t'a marqué, sur une situation dont tu te rappelles particulièrement, sur une situation où il y a eu des problèmes, ou alors les choses que les gens font tout le temps, la traite des vaches laitières. Mais la dernière fois où vous avez fait la traite, voilà, comme ça. Dans ces cas-là, ce qui vous permet de voir que la personne a focalisé, c'est qu'elle a le regard qui décroche vers le haut et elle utilise les temps du passé. C'est pour vous un repère important. Donc, pour favoriser l'évocation, vous pouvez proposer à la personne de décrire la situation à ce moment-là. Vous lui demandez où il était, comment c'était autour de lui. Comme ça, il se remet dedans. Et là, vous allez voir, le débit de parole, il va être lent parce que les gens, ils sont en train de se remettre dedans. Ils sont repartis dans la mémoire centrale et vous allez respecter ça. Donc, dans cette phase de focalisation, ce n'est pas le moment de demander pourquoi. Mais pourtant, pourquoi, c'est les questions qui viennent tout le temps, c'est tout le temps pourquoi vous avez fait ça. Je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'ai toujours été estomaquée quand mes enfants étaient petits, qui tombaient, qui se faisaient mal, qu'ils avaient les mains en sang ou le genou en sang en étant tombés de vélo. Vous les prenez dans les bras pour les consoler. Et la première parole qui me venait, c'était de leur dire « Pourquoi t'es tombé ?» C'est absolument horrible, ça ne sert à rien, ça ne console pas, mais on ne peut pas s'empêcher de tout le temps demander pourquoi. Et donc, voilà, donc là, dans la phase de focalisation, ça va être important de ne pas demander pourquoi. Parce que ce qu'on cherche, c'est le raisonnement qu'avait la personne à ce moment-là. Et si vous demandez pourquoi, eh bien, la personne, elle fait des rationalisations a posteriori. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de pourquoi mon père a changé sa machine à vendanger? Non? Vous ne savez pas ça? Donc, c'est ce qui m'avait vraiment permis de comprendre la différence entre le pourquoi et le pour trois petits points quoi. Si je demande à mon père pourquoi il a changé sa machine à vendanger, qui est très coûteuse et dont, à mon avis, il n'avait pas besoin, il a deux réponses qui sont absolument imparables. La première, c'est que la dernière machine à vendanger qu'il a achetée, elle a un système de secouage beaucoup plus doux qui abîme moins les raisins et c'est pour la qualité du vin. Et la deuxième raison, c'est que la machine à vendanger qu'il a achetée, une fois qu'il a sorti la tête de récolte, il peut faire un traitement très ciblé sur le feuillage quand il est petit et c'est pour éviter de disperser des molécules dans l'atmosphère, c'est pour l'environnement. Et donc, il a changé sa machine à vendanger pour deux raisons imparables qui sont la qualité du vin et le respect de l'environnement. Voilà, ça, ce sont les rationalisations a posteriori de mon père. Maintenant, si je fais focaliser mon père sur quand a-t-il décidé exactement de changer sa machine à vendanger? Eh bien, c'était il y a 3 ans et c'était au Salon international de la viticulture à Montpellier. C'était à peu près midi et quart au stand de New Holland et son concurrent, entrepreneur de travaux agricoles comme lui, venait d'acheter cette machine-là. C'était à l'apéritif sur le stand de New Holland et il avait très envie de cette machine et en ayant bu 2 ou 3 verres d'apéro et quelques commerciaux qui avaient bien fait leur boulot, il a signé le contrat de sa nouvelle machine. Eh bien là, vous avez le raisonnement exact qu'il a eu à ce moment-là, qui est un raisonnement impulsif de quelqu'un qui est passionné de matériel et qui marne tant qu'il peut pour se le payer. D'accord? Il n'y a rien à dire. Je n'ai pas de problème avec ça. C'était juste pour vous expliquer la différence entre l'élucidation d'un raisonnement tenu dans une situation et une rationalisation a posteriori. Et avec la question du pourquoi, on a des rationalisations a posteriori. Ça va l'explication du pourquoi? Donc, dans la phase de focalisation, ce n'est pas le moment de démarrer, de dire pourquoi. Après, quand vous serez dans la deuxième phase, vous pourrez le dire, ce sera moins gênant. Ensuite, donc, on va poursuivre en demandant le récit exact du déroulé de l'action.
Par quoi avez-vous commencé? Qu'est-ce que vous avez fait en premier? Souvent, les gens, ils chantent le début qui est le plus important, et ensuite, et après, et à la fin, comment vous avez fini? Voilà, donc on va demander le récit exact vous pouvez déposer des questions sur les conditions de la situation. Vous étiez dans quel environnement, avec quels acteurs, qu'est-ce que vous aviez à faire, quels instruments. Bon, là, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et puis, au fur et à mesure, vous allez poser les questions pour élucider les raisonnements. Les questions sur les prises d'informations. Au début, qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez senti quand vous êtes entré dans ce bâtiment? Qu'est-ce que vous avez pris en compte? Quel diagnostic avez-vous fait? Vous allez élucider les buts. Qu'est-ce que vous visiez? Qu'est-ce qui est important dans cette situation? C'était quoi le but? Quand ça ne marche pas bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait du bon travail ce jour-là et là, vous avez pris la bonne décision. Des questions sur les règles d'action. Vous avez décidé de travailler comment alors? Vous auriez pu faire autrement? Est-ce que vous faites toujours de cette façon-là? Et l'élucidation des connaissances, ils utilisent des mots. Et ce mot, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment vous savez que c'est ça qu'il faut faire? Voilà les questions qu'on va poser. Et alors là, ils sont en train de vous raconter leur travail et au milieu du travail, vous posez ces questions-là au milieu du travail quand ils sont en train de vous raconter une situation précise. Et là, vous élucidez des choses dont pour partie, ils n'ont pas conscience. Donc, c'est très lent parce qu'ils sont en train de réfléchir. Voilà. Voilà l'explicitation. C'est passionnant. Vous accédez à la façon dont les gens ont raisonné dans une situation donnée. C'est unique à chaque fois. C'est unique pour eux, c'est unique pour vous. Même si vous connaissez un travail par cœur et que vous êtes un grand spécialiste, vous n'êtes jamais le spécialiste du raisonnement de monsieur un tel ou de madame une telle que vous êtes allé voir. L'autre façon, c'est d'observer une situation de travail. Ça permet aussi d'analyser des choses. Il faut être présent au démarrage. Ça permet de repérer les conditions de la situation, les opérations d'orientation, ce que les gens regardent au début, les opérations d'exécution, les contrôles qui sont faits en cours de travail pour voir si ça va. Donc voilà, et ensuite on va questionner, on revient comme hier Yanis, donc c'était quoi les étapes, c'était quoi les buts, est-ce que vous êtes content du travail aujourd'hui, est-ce que c'est bien fait, à quoi vous le voyez, à quoi vous étiez attentif, comment vous savez que c'est ça qu'il fallait faire, c'est quoi les erreurs que vous faisiez au début, c'est quoi les conseils que vous donneriez à un débutant. Voilà, j'en ai terminé avec l'explication de comment on s'y prend pour analyser. Je veux revenir sur qui est-ce qu'on va rencontrer quand on souhaite s'approprier un référentiel. Pour un métier de salarié, c'est intéressant d'avoir des personnes qui exercent ce métier et aussi les N+1. Ils ne disent pas la même chose du travail. Pour un métier de chef d'entreprise, on va voir des chefs d'entreprise variés dans la diversité des productions et des modes de production. À un moment donné, peut-être pas la première fois quand on n'est pas à l'aise avec l'analyse du travail, à un moment donné, un jour, il faut aller voir des professionnels qui ne nous sont pas familiers. Et puis, pour les diplômes du ministère en charge de l'agriculture, depuis 2012, depuis le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, l'enseignement agricole est délibérément engagé dans l'enseignement de la transition écologique. Et donc, vous allez rencontrer des professionnels engagés dans la transition écologique. Et ces professionnels-là, dans la transition, tout le monde n'est pas compétent encore, parce que tant qu'on est dans la transition, eh bien, on essaye des choses, on est au milieu du gué et on n'est pas toujours compétent encore dans les situations.